Demain, en matière de transport, de logement, de zones d'activité ou bien d'environnement, les acteurs économiques devront jouer la carte du schéma de cohérence territoriale de l'Alsace du Nord, le SCOTAN. En chiffres, ce regroupement de 10 communautés de communes représente 90 communes de l'Alsace du Nord, 150 000 habitants, 57 000 logements, 70 000 actifs et 55 000 emplois. On est là dans une perspective d'aménagement de l'espace sur le moyen long terme. On réfléchit à une quinzaine, à une vingtaine d'années en avant en se disant que si on veut que ça fonctionne correctement demain et qu'on vive les uns et les autres et qu'on puisse travailler, se déplacer dans un environnement de qualité en Alsace du Nord, c'est aujourd'hui qu'il y a des décisions à prendre et des règles du jeu à respecter. Un tel document de planification bouleverserait-il le paysage des zones d'activité ? Sur notre territoire, nous avons les 3 communes importantes que sont Niederbronn, Reichshofen et Gundershofen qui forment les villes relais dans le cadre du SCOTAN et la commune de Merzuller comme pôle émergent. Alors c'est sûr que les zones d'activité se feront près de ces grandes communes, Gundershofen donc à court terme, Merzuller à moyen terme. En matière de zones d'activité, par exemple, bien sûr, les communautés de communes décident de travailler, les communes des communautés de communes décident de travailler ensemble pour mettre en point leur projet de zone d'activité communautaire. Mais on peut avoir des concurrences, même entre communautés de communes. Ça existe sur l'Alsace du Nord, donc il vaut mieux qu'on se mette d'accord ensemble pour effectivement éviter les jeux de concurrence. Va-t-on ainsi vers de nouvelles solutions en matière de transport ? Accéder à ces pôles de services d'emploi suppose d'avoir des moyens performants, efficaces de déplacement public, de déplacement collectif. Alors, ça peut être du transport à la demande, comme ça a été mis en place dans la communauté de communes de Niederbronn. Ça peut être du transport collectif organisé, ferroviaire, routier. Et donc le SCOT essaye de dire aux organisateurs de ces systèmes de transport, si on veut que des transports collectifs fonctionnent, il faut qu'il y ait du public pas loin qui puisse les utiliser. Et inversement, si on veut que les gens soient à proximité, il faut qu'on organise les moyens de se développer. Un développement qui pourrait entre autres voir l'arrivée prochaine d'un contournement à Merzuller. Nous sommes quand même mal desservis à l'heure actuelle et ça fait des décennies que l'on se bat pour avoir ce contournement de Merzuller. Le président du Conseil général du Bas-Rhin nous a promis qu'à présent c'était une priorité départementale et bien sûr nous veillons à ce que ce contournement se fasse le plus rapidement possible. Côté logement, des répercussions pourraient venir bouleverser le modèle dominant de la maison traditionnelle. Aujourd'hui, l'espace se fait de plus en plus rare et il faut mieux organiser l'implantation de ces futures zones urbaines. Le territoire n'est pas extensible, il va falloir utiliser de la manière la plus rationnelle possible et peut-être qu'il n'y a pas que de la maison individuelle, alors du collectif, de la maison groupée. Comme il ne s'agit pas d'aller construire des blocs et des tours dans tous les villages de l'Alsace du Nord, bien au contraire. Mais vous prenez une ferme qui n'est plus utilisée, on peut très bien la transformer en 2-3 logements, 3-4 pièces. Parmi les grands projets à venir dans notre secteur, le développement de l'hôtel d'entreprise, mais encore une nouvelle maison de l'enfant, puisque nous avons une forte demande sur ce secteur. Nous irons vers les personnes âgées. Nous allons continuer toute cette opération Verger solidaire d'Alsace afin d'implanter des zones vertes autour de nos communes. Et dans le département, où en est-on avec ce chantier ? Le Bas-Rhin est en phase de couverture quasi complète en matière de SCOT. Il manque 2 secteurs aujourd'hui qui vont peut-être se décider à se mettre en route après les élections municipales de mars prochain. C'est l'Alsace-Bossu et c'est la vallée de Schirmeck. Et pour en savoir plus sur le SCOTAN, rendez-vous sur le net. Malgré les difficultés de la filière ovine française, en raison de la hausse du cours des céréales et de la concurrence internationale, Régis Ruch a relevé le défi du métier d'éleveur, un métier qu'il exerce par passion à Utenhofen. Ma grand-mère était passionnée d'élevage. Depuis, elle avait toujours 3 vaches, 2 chevaux comme à l'époque, quoi. Et puis, c'était un gène, je pense, que j'avais encore. Donc, depuis tout petit, je voulais devenir agriculteur, principalement. Bon, maintenant, je suis devenu éleveur spécifiquement. Et donc, c'était mon rêve
Et en 2005, j'ai appris que cette ferme-ci était à vendre. Donc je me suis lancé dans mon projet suite à des études prévisionnelles au niveau trésorerie et puis l'aspect financier, bien entendu. Il fallait voir si ça marchait parce que c'était quand même un sacré montant de racheter toute l'exploitation. Avec l'aide de son père, de son frère et de sa petite amie, Régis gère actuellement un élevage de 480 brebis et 16 béliers. Une exploitation destinée à la vente d'agneaux pour la consommation. Nous en Alsace, surtout principalement dans le Bas-Rhin, là, on essaye de faire de la qualité. Donc, alors principalement pour des boucheries artisanales. C'est le seul moyen qu'on a au jour d'aujourd'hui de valoriser nos produits, d'avoir un prix plus ou moins correct pour nos exploitations. En ce mois de janvier, le travail est très intense à la bergerie. Jusqu'en mars, les brebis sont en phase d'agnelage, c'est-à-dire qu'elles vont mettre bas. Le matin, entre 5h30 et 6h, je viens à la bergerie. Je regarde s'il n'y a pas eu d'agneau dans la nuit. Après, je fourrage. Jusqu'aux alentours des 7h, j'ai fourragé quasiment les 250 brebis à l'intérieur actuellement. Je prends mon petit déjeuner et puis je reviens sur les coups des 7h30, 8h. Je termine, je donne des biberons s'il y en a, je m'occupe des agneaux. Et ensuite, je vais à l'extérieur, regarder toutes les brebis qui sont à l'extérieur pour voir s'il n'y a pas eu de problème ou quoi que ce soit. Et puis la dernière fois, je rentre de nouveau aux alentours des minuit. C'est en général la dernière heure à laquelle je vais dans la bergerie. La principale tâche, c'est le soin aux animaux. Vérifier que les animaux sont en bonne santé et de quoi manger. Et puis ça, c'est la principale tâche. Une fois les agneaux nés, les premiers soins s'imposent, comme par exemple des vaccinations préventives. Ce matin, j'ai vacciné contre de l'entérotoxémie. Donc c'est un excès d'azote dans la ration. Donc c'est un excès d'azote dans la ration. Par exemple, un agneau qui se goinfre maintenant, il fait de l'entérotoxémie. Donc c'est un excès d'azote, donc il commence à avoir des convulsions et puis il meurt. C'est obligatoire ? Ce n'est pas obligatoire. C'est comme dit, c'est de nouveau à titre préventif. Il y a des éleveurs qui ne le font pas. Naissance des agneaux et drogage administré sont strictement répertoriés par Régis dans un carnet d'agnelage que la direction départementale d'agriculture contrôle régulièrement. Il faut qu'on inscrive le jour de naissance de l'agneau. Par la suite, il faut qu'on lui mette une boucle avec son numéro personnel. Et il faut qu'on fasse la liaison entre le numéro de boucle de l'agneau et le numéro de boucle de la mère. C'est la deuxième année que je le fais. À partir du moment à la troisième année, donc l'année prochaine, je peux avoir la traçabilité de faire l'arbre généalogique des agneaux. Tous les traitements, toutes les interventions faites sur agneaux, sur brebis, il faut noter le numéro de la boucle, noter le traitement qu'on a fait et la date. Parce qu'on a des contrôles au niveau sanitaire, pour qu'ils puissent vérifier, on a acheté des médicaments pour savoir à quelle dose on a administré, à quelle brebis et pourquoi. Donc ça, actuellement, c'est assez surveillé. Et puis à l'avenir, on aura probablement encore des boucles électroniques, donc ça va être encore plus strict. Si Régis a reçu une formation pour administrer certains médicaments, comme par exemple les vermifugages contre les parasites, la visite du vétérinaire est obligatoire une fois l'an pour vérifier le bon état de santé de l'élevage. Sur les naissances de début d'année, 50 à 80 agnelles sont élevées pour le renouvellement du cheptel. Le reste des agneaux suit un traitement particulier pour pouvoir être consommé. Une fois que les agneaux sont nés, ils restent 2 mois sous la mer. Après, on fait ce qu'on appelle un sevrage, on enlève les agneaux de la mer. Il y a la période d'engraissement qui commence. Donc cette période d'engraissement varie en fonction de l'agneau, puisqu'il y a des agneaux qui poussent extrêmement vite, des agneaux où il leur faut beaucoup de temps par contre. Donc en général, les premiers agneaux sortent à 90 jours. On appelle ça des têtes de l'eau. Donc en général, sur 100 agneaux, vous en avez peut-être une vingtaine maximum. Et puis les autres agneaux sortent à 4 mois. 4 mois, 4 mois et demi, 5 mois. Viens là, viens là. Stop. Pour Régis, la principale qualité de l'éleveur est l'attention portée à ses bêtes. Il n'y a pas de secret. C'est observer ces animaux. Observer les animaux du matin au soir. Quitte à rester 5 minutes sur place et puis ne rien faire et regarder, voir ce qui se passe. Et puis au moindre petit truc, attraper l'animal, regarder qu'est-ce qu'il pourrait y avoir. C'est cette attention et cette rigueur qui lui a permis de sauver 25 brebis sur 40 touchées par la fièvre catarrhale. Quand la fièvre catarrhale était présente au mois d'octobre, je sortais 3-4 fois dans la journée.
Je me promenais dans le troupeau, je regardais chaque brebis, la moindre brebis qui tombait les oreilles ou qui n'était pas en forme. Hein. Je la piquais systématiquement pour essayer de les soigner. Et puis je la rentrais en bergerie, et puis elle était soignée à part, mise à part. Elle était bichonnée comme un chien. La répartition de l'élevage entre les différents champs et la bergerie répond à des besoins précis. Tant qu'il n'y a pas d'agneau qui n'agnelle pas, elle reste dehors. Déjà, c'est un coup au niveau coût de l'alimentation. Hein. Dehors, elles mangent de l'herbe. Bon, actuellement, elles ont du foin et du regain en supplément, puisque l'herbe, en période hivernale, ne pousse pas. Hein. C'est les restes de l'automne. Bon, après, c'est en fonction du temps aussi. On les met sur des parcelles moins humides, déjà à cause des pattes. Hein. Et dès qu'elles agnellent, il y a une préparation avant l'agnellage, donc en général de 3 à 4 semaines. Avant l'agnellage, je les rentre pour les préparer nutritionnellement. Donc on leur donne du grain, du triticale ou de l'orge, en plus du foin, pour préparer les mamelles, pour qu'elles aient du lait au moment de l'agnellage. L'élevage ovin est une production intrinsèquement liée à l'herbe. Pour assurer à ses brebis une bonne pâture, il pratique également la transhumance et va jusqu'au terrain proche de la zone économique du Sandols. Une pratique qui permet également l'entretien naturel du paysage. Bonjour et bienvenue dans Info Hebdo. Au sommaire, visite des différents chantiers à Reichshoffen, les nouveaux eurodateurs à Niederbronn et pour terminer, petit voyage à la rencontre de la culture berbère. À Reichshoffen, on s'active autour de nombreux chantiers. Du côté de la mairie, les handicapés ont désormais accès à celle-ci grâce à la création d'une rampe et d'un nouveau sas d'entrée. Coût des travaux, 71 800 €. Aux ateliers municipaux, on s'agrandit avec la création d'un hall de stockage de 250 m², principalement destiné aux véhicules. Fin du chantier, début juin, coût des travaux, 150 000 €. Enfin, après l'accord des bâtiments de France, l'aménagement de toilettes publiques dans l'ancienne morgue à côté du musée du Fer a pu se réaliser. Coût des toilettes, 40 000 €. Nous avons intégré donc des WC publics gratuits, je tiens à le préciser, c'est pour éviter le vandalisme, parce que si vous faites payer, fatalement, on va forcer la caisse. Donc on a voulu que ce soit gratuit. Il suffit de tirer la porte, voilà, accessible aux handicapés. Désinfection à chaque usage, nettoyage automatique. Mais la grande nouveauté de tous ces chantiers se trouve à l'arrière du presbytère, avec la création d'une nouvelle allée pavée, mais également de nombreux aménagements. Ici, il y aura une petite aire de repos avec 2 bancs où on pourra se reposer en cours de route, parce que le trajet jusqu'au plan d'eau est assez long. Juxtaposé à ce sentier, un parking de 18 places. Les murs ici, on s'est rendu compte que derrière le lierre, il y avait un beau mur en moellon, donc on va le dégager. Si effectivement ça vaut le coup, on va rejointoyer l'ensemble pour donner, disons, un cachet un peu plus rustique au coin, puisqu'on est près de l'eau, on a du grès, on a de l'eau, on a des pavés, voilà. L'objectif, c'est d'améliorer le cadre de vie des habitants, essentiellement. Et d'améliorer la circulation à pied, pied ou cycliste. Avec un budget de 310 000 € et une subvention du Conseil général à hauteur de 50% pour la partie travaux, la ville de Reichshoffen continue ainsi son développement touristique. « 18 ans d'âge, ça faisait beaucoup pour les eurodateurs de Niederbronn qui commençaient à donner quelques signes de fatigue. La commune a alors commandé 10 nouvelles machines qui remplacent désormais les anciennes. Principale nouveauté, au niveau du fonctionnement, ces appareils sont solaires. Donc il n'y a plus de consommation de courant électrique. Et les appareils peuvent être placés n'importe où sans procéder à la mise en place d'une arrivée électrique. Et on peut les mettre n'importe où sans mettre de câbles dans le sol, sans travaux spéciaux. Cette nouvelle génération écologique d'eurodateurs a alors pu être posée en une matinée.
Restait ensuite à placer le rouleau de papier, à faire les derniers réglages électroniques tels que l'heure, la date, pour une mise en service dès lors effective. Mode d'emploi. Donc comme avant, vous mettez une pièce dans le trou prévu à cet effet, on appuie sur le bouton vert et on a un ticket. Jusque-là, rien de compliqué. Quant aux tarifs, rassurez-vous, ils n'ont pas pour autant augmenté. C'est toujours 20 centimes pour 30 minutes et ainsi de suite, jusqu'à 2 heures maximum pour 80 centimes. Du côté des nouveautés, nous avons fait fabriquer 10 000 cartes qui vont être distribuées aux habitants et aux clients des commerces, donc les clients extérieurs. Ces nouvelles cartes ont l'avantage de donner 20 minutes gratuites, alors qu'avant c'était 15 minutes. Un petit cadeau qui facilitera les contrôles de la police municipale. Avant, nous attendions 15 minutes avant de verbaliser, c'est-à-dire qu'on passait dans les rues ou sur les places, on relevait les numéros des véhicules qui n'avaient pas de ticket et on verbalisait 15 minutes après. Maintenant, avec le système de cartes qui donne 20 minutes gratuites, les gens ont une seule contrainte, c'est d'aller à l'appareil prendre le ticket, donc je répète gratuit. Nous on passe, le véhicule n'a pas de ticket, on verbalise, on n'attend plus. Au-delà de 20 minutes, cette carte peut également servir de moyen de paiement. Il faut tout d'abord la recharger. Entrez la carte, mettez les 2 € dans le trou et appuyez sur le bouton vert. Voilà. Maintenant vous avez 2 € sur la carte de crédit. Ah voilà. Maintenant vous remettez la carte. Une fois la carte chargée, il ne reste plus qu'à indiquer le nombre d'heures que l'on souhaite rester. Vous voulez stationner combien de temps? 2 heures. Donc vous appuyez 4 fois sur le bouton bleu. Une fois, 2 fois. Ouais. Donc voilà, somme maximale atteinte. Vous appuyez sur le bouton vert et voilà. Le dernier plus de cette machine est la possibilité d'affichage en 4 langues, français, anglais, allemand ou néerlandais. Plus aucune excuse désormais pour avoir omis de payer son stationnement. Durant 2 mois, Esquila, animateur du rail, a proposé aux élèves de 3e de découvrir la culture berbère pendant leurs heures de permanence. À l'occasion du spectacle Les Folies berbères qui aura lieu à la Castine, les élèves y exposent le fruit de leur travail. Des tableaux de calligraphie en langue arabe, des objets et textiles issus de cette culture. Pourquoi ce projet ? Parce que c'est vrai que c'est une culture qui est quand même pas très connue. Le Maghreb, c'est plutôt pour les gens qui ne connaissent pas trop la culture du Maghreb, on va dire plutôt arabe, alors que le Maghreb est plutôt berbère à l'origine, à savoir que 80% de la population à l'origine, ce sont des berbérophones. Et c'est de valoriser un peu cette culture qui se trouve en Algérie, au Maroc, en Tunisie et en Libye. On expose les robes réalisées par les femmes berbères. On expose aussi les théières, on expose la femme, par exemple, la femme kabyle, les différents visages des tribus berbères, à savoir qu'il y a plusieurs tribus au Maghreb. Il y a les Kabyles, il y a les Chaouis, il y a les Chleux au Maroc, mais tous sont unis par une seule langue qu'on appelle la langue berbère, le Tamazirt. Un projet original auquel les élèves ont plutôt bien accroché. Moi, je suis assez satisfait. Ils sont vite rentrés dans le projet, ils étaient ancrés. Soif de culture, soif de connaissances. J'avais envie de savoir écrire et puis comprendre ce que ça voulait dire. Amina s'est aussi lancée dans la danse orientale pratiquée dans ces pays. Elle nous offre une démonstration. Au programme des prochaines cultures étudiées au collège de Reichshofen, il y aura la culture camerounaise, la culture turque et asiatique.